Imaginez, il est 11 heures du soir, la veille du jour qui devrait être le plus beau de votre vie. Votre mère vous tend une tasse de tisane chaude. Pour tes nerfs, ma chérie. Vous lui faites confiance, vous la buvez. Et c'est là que votre monde explose. Alors que le sédatif commençait à agir, j'ai entendu la voix de ma sœur fendre l'obscurité comme une lame. Rase-lui la tête, ou tu me perds pour toujours. À travers le brouillard de la drogue, j'ai vu ma propre mère saisir une tondeuse électrique, la femme qui m'a élevée, qui m'a promis un amour inconditionnel, et qui, à cet instant, a choisi ma sœur, l'enfant chéri, plutôt que moi. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui est là, avec moi, dans cette communauté. Ce n'est pas la lumière du matin qui m'a réveillée, c'est le silence. Ce genre de silence lourd, suffocant, qui n'existe que dans une maison pleine de secrets. J'ai ouvert les yeux, et pendant une seconde, je ne me souvenais de rien. J'étais juste Élise, se réveillant dans la suite d'amis du domaine de mes parents, sur l'île de Ré. Dehors, le brouillard était épais, pressé contre les vitres comme un mur gris, cachant l'océan, cachant le monde. Puis je me suis assise, et tout a basculé. Ma tête était légère, trop légère. Ma main est montée, s'attendant au poids familier de mes longs cheveux, ces cheveux que j'avais laissés pousser pendant 3 ans pour ce mariage. Au lieu de ça, ma peau m'a rencontré de la peau. Une peau rêche, inégale. Je me suis figée, et le souvenir de la nuit dernière m'a submergée, une vague scélérate qui dévaste tout. La tisane, la paralysie, le bourdonnement. Je suis sortie du lit en chancelant, mes jambes encore faibles, et j'ai titubé jusqu'au miroir de la coiffeuse. Je n'ai pas crié. Je crois que j'étais trop vide pour crier. J'ai juste regardé. La femme dans le miroir était une inconnue. Mon crâne était nu, entaillé par endroits là où la tondeuse avait mordu trop fort, à vif, enflammé. Et juste là, posée sur le marbre à côté d'un vase en cristal rempli d'hortensias blancs, il y avait la tondeuse. Pas une tondeuse à cheveux, une tondeuse pour chiens. Le modèle industriel et lourd qu'ils utilisaient pour les chiens de concours primés de la famille. Ils n'avaient pas juste coupé mes cheveux, ils m'avaient déshumanisé. Ils avaient utilisé un outil pour animaux afin de me dépouiller de ma dignité. À côté de la tondeuse, il y avait une perruque blonde, parfaitement coiffée, qui ressemblait trait pour trait aux cheveux de ma sœur, Chloé, et un mot de ma mère, Catherine. Mais ça, ne gâche pas l'esthétique. Nous discuterons de ton comportement plus tard. Mon comportement. C'était moi, l'agressée. Mais c'était moi, le problème à gérer. J'ai fixé cette perruque. C'était une bouée de sauvetage vers leur approbation. Si je la mettais, je pouvais descendre l'allée, jouer mon rôle, préserver la paix. Je pouvais disparaître à nouveau. Mais j'ai ensuite regardé la tondeuse pour chien. Je l'ai prise, sentant l'acier froid. Ce n'était pas une punition. C'était un rejet. Il m'avait jeté. Et à cet instant, la peur qui avait gouverné ma vie pendant 29 ans s'est évaporée. Remplacée par une clarté froide, dure, j'ai tourné le dos à la perruque. J'ai marché jusqu'au coffre-fort mural dans le dressing. Je connaissais la combinaison. C'est moi qui l'avais fait installer lors de la dernière rénovation. À l'intérieur se trouvaient les bijoux de famille, sortis pour le mariage. J'ai ignoré les perles, les diamants de bon goût. J'ai cherché la seule pièce que ma mère jugeait trop ostentatoire pour l'époque, le diadème de la duchesse de Valois. Une couronne lourde, complexe, de diamants et de platine. Je l'ai sortie. Je suis retournée devant le miroir. Je n'ai pas essayé de cacher les cicatrices. Je n'ai pas essayé d'adoucir mon apparence. J'ai posé le diadème directement sur mon crâne rasé et balafré. Les diamants flambaient contre la peau à vif. C'était violent, c'était royal, c'était la guerre. Je n'allais pas être leur victime aujourd'hui. L'heure des comptes avait sonné. Assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le brouillard tourbillonner, j'ai laissé mon esprit dériver. Pas à la nuit dernière, mais au moment où tout a vraiment commencé. Ce n'était pas hier, c'était il y a 2 semaines, dans la bibliothèque. Le souvenir était net, sans le flou du sédatif. Mon père, Richard, assis derrière son bureau en acajou, l'air du juge à la retraite qu'il était, imposant, intouchable. Ma mère, Catherine, faisant les 100 pas près de la cheminée, et Chloé, ma sœur, recroquevillée sur le canapé en cuir, sanglotant dans un mouchoir en soie. « Règle ça, Élise », avait dit mon père. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Ta sœur a fait une erreur, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Chloé avait perdu 250 000 € au jeu, pas son argent. L'argent du comité de financement du parti. L'argent que mon père conseillait encore. Si la presse l'apprenait, ce ne serait pas juste un scandale, ce serait la prison. La fin de la dynastie. Chloé avait levé les yeux, le regard gonflé mais perçant.
Si ça sort, avait-elle dit, la voix tremblante d'un mélange de peur et de malice, je ne tomberai pas seule. Je leur dirai tout. Les comptes offshore, les pots de vin, tout. C'était du chantage, pur et simple. Elle tenait la famille en otage, et le prix de son silence n'était pas l'argent. C'était moi. J'ai besoin de savoir que tu es loyale, avait-elle dit en se tournant vers moi. Élise a toujours le beau rôle, la parfaite. Je veux qu'elle souffre. Je veux qu'elle perde quelque chose. Mon père ne l'a pas giflée. Il ne l'a pas mise à la porte. Il s'est tourné vers le buffet et s'est servi un verre de vieil Armagnac, le meilleur. Il s'est approché de moi et me l'a tendu. Bois, a-t-il dit. À l'unité de la famille. J'ai regardé le verre. L'alcool était sombre, riche, opaque. Je savais, au fond de moi, qu'accepter ce verre, c'était signer un contrat dont je ne pouvais lire les clauses. Mais je l'ai pris. Pourquoi? Pourquoi ai-je bu? Parce que j'étais une prisonnière qui aimait son geôlier. Pendant 29 ans, on m'avait appris que ma seule valeur résidait dans mon utilité. J'étais celle qui arrangeait les choses, celle qui absorbait la douleur pour qu'il n'ait pas à le faire. C'est comme une chaîne invisible. Tu penses être libre parce que la porte n'est pas verrouillée, mais tu ne pars jamais. Tu restes parce que la douleur familière semble plus sûre que l'inconnu. J'ai bu parce que je pensais que si je leur donnais juste une chose de plus, un sacrifice de plus, ils finiraient par m'aimer. J'ai bu parce que je ne savais pas exister sans leur approbation. J'ai bu, et la dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'emporte, c'est le sourire de Chloé. Maintenant, assise dans la lumière grise du matin avec une couronne d'épines en diamant sur la tête, je réalisais la vérité. Cet Armagnac n'était pas un toast, c'était un test, et j'avais échoué, pas parce que je n'étais pas loyale, mais parce que je l'étais trop. Je les avais laissés faire de moi une marchandise, mais les marchandises ne saignent pas, et aujourd'hui j'allais m'assurer qu'ils voient chaque goutte. Je me suis levée. La soie lourde de mon peignoir bruissait dans la pièce silencieuse. Il était temps de descendre. Il était temps de leur montrer ce qu'ils avaient créé. J'ai ouvert la porte du couloir. La maison était calme, de ce silence feutré et cher d'un personnel qui travaille sans être vu. J'ai marché pieds nus sur la moquette épaisse, le diadème pesant sur ma tête. J'ai atteint le palier du grand escalier, et je me suis arrêtée. Des voix montaient du hall. La voix de ma mère, nette, distincte, avec cette intonation qu'elle utilisait pour les donateurs et les sénateurs, chaleureuse en surface, glaciale en dessous. « C'est tragique, vraiment », disait-elle. Nous avons été si inquiets pour elle. Le stress du mariage, ça a déclenché quelque chose, une crise psychotique complète. Je me suis figée, je me suis penchée par-dessus la rampe. Elle parlait au sénateur Lambert. Je pouvais voir le sommet de son crâne chauve, hochant la tête avec sympathie. Nous faisons de notre mieux pour gérer la situation. Hâtée, elle continuait, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Mais, si vous voyez quoi que ce soit d'étrange aujourd'hui, ignorez-le. La pauvre Élise n'est pas elle-même. Elle pourrait faire quelque chose pour attirer l'attention. C'est un appel à l'aide, en réalité. La campagne de dénigrement. C'était brillant. C'était diabolique. Ils ne cachaient pas ce qu'ils avaient fait, ils le reformulaient. Si je sortais avec le crâne rasé, ils ne verraient pas une victime de maltraitance. Ils verraient une folle. Ma mère était en train d'inoculer l'audience contre ma vérité. Elle transformait mes preuves en symptômes. J'ai regardé dans le jardin, à travers les hautes portes-fenêtres. Chloé était là. Elle portait une robe d'été blanche, riant avec un groupe de demoiselles d'honneur, un mimosa à la main. Elle semblait intouchée. Radieuse. Elle était l'image de la santé, alors qu'on me peignait comme la maladie. Et c'est là que j'ai compris le mécanisme. Ce n'était pas juste de la cruauté, c'était structurel. Dans tout système malade, il y a un bouc émissaire, un patient désigné. La famille a besoin d'une personne pour porter toute l'obscurité, tout le dysfonctionnement, pour que les autres puissent prétendre être remplis de lumière. Ils ne m'ont pas seulement fait du mal parce qu'ils étaient en colère. Ils m'ont fait du mal parce qu'ils avaient besoin de projeter leur propre pourriture sur quelqu'un d'autre. Si j'étais la folle, alors Chloé n'était pas une voleuse. Mon père n'était pas un monstre, et ma mère n'était pas une complice. Ils avaient besoin que je sois brisée pour se sentir entier. J'ai descendu les escaliers. Je ne me suis pas cachée. J'ai marché droit vers la véranda où ma mère arrangeait maintenant un bouquet. Elle m'a senti avant de me voir. Elle s'est retournée, son sourire prêt pour un invité, mais il est mort à la seconde où elle a vu le diadème flamber contre ma peau balafrée. Élise, a-t-elle sifflé, regardant frénétiquement autour d'elle pour s'assurer que le sénateur était parti. Elle a marché vers moi, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. « Qu'est-ce que tu as fait? Enlève ça. Tu ressembles à un monstre. »« Je ressemble à ta fille, » ai-je dit. Ma voix était calme. Ça lui a fait peur. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti la perruque blonde que j'avais laissée en haut. Elle me l'a enfoncée dans la poitrine.
Metza, tout de suite. Tu ne vas pas gâcher cette journée. Tu m'entends? Le sénateur est là. Les donateurs sont là. Non, ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis. Si tu sors d'ici avec cette apparence, je te coupe les vivres. Le fonds en fiducie, l'argent de poche, l'accès à tout, c'est fini. Tu seras sans le sou, Élise. Tu comprends? Je vais te ruiner. Elle ne regardait pas mes blessures. Elle ne demandait pas si j'avais mal. Elle calculait le coût en relations publiques de mon crâne. Tu ne peux pas me couper de ce que je ne veux plus, ai-je dit. Mais, là, a-t-elle ordonné, sa voix tremblant d'une rage qu'elle pouvait à peine contenir. J'ai regardé la perruque dans sa main. Puis je l'ai regardée, elle. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu une matriarche. J'ai vu une femme terrifiée, essayant de maintenir debout un château de sable. Je crois que je vais aller à la bibliothèque, ai-je dit. J'ai quelques lectures à faire avant la cérémonie. Je suis passée devant elle. Sans un regard en arrière. Je l'ai laissée là, plantée avec la perruque à la main, réalisant pour la première fois que ces menaces n'étaient que des mots, et que les mots ne fonctionnent pas sur quelqu'un qui a déjà tout perdu. La bibliothèque était la seule pièce du domaine qui semblait réelle. Elle sentait le vieux papier, le cuir, et ce genre de silence qui n'était pas lourd de secrets, juste lourd de poussière. J'ai fermé la lourde porte en chêne derrière moi, et j'ai verrouillé. Le clic du loquet fut le premier, son satisfaisant que j'entendais de la journée. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon peignoir et j'ai envoyé un seul texto à Léo. Démarre la voiture. Qu'elle tourne à l'entrée de service dans 45 minutes. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a répondu par un simple pouce levé. Léo était un entrepreneur dans la tech. Il comprenait les systèmes, et il comprenait que lorsqu'un système est corrompu, on ne le répare pas, on le redémarre, ou on détruit le serveur. Je me suis retournée. Maître Dubois se tenait dans l'ombre de l'alcôve, nettoyant ses lunettes. Il était l'homme de main de la famille, celui qui avait enterré les accidents de conduite en état d'ivresse de mon père et les procès pour harcèlement de ma mère pendant 30 ans. Pour mes parents, il faisait partie des meubles, nécessaires, chers, et entièrement leur propriété. Vous avez l'air... Il a marqué une pause, remettant ses lunettes sur son nez. Son regard n'a pas scié à la vue de mon crâne balafré ou du diadème de diamants. Vous avez l'air prête. C'est fait? Ai-je demandé. Il s'est approché du bureau et a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur le bois poli. Le transfert irrévocable de la fiducie a été finalisé à 9 heures, à l'ouverture des marchés. Les actifs sont maintenant dans une société holding distincte à votre nom. Votre mère peut hurler tout ce qu'elle veut. Elle ne peut pas toucher un centime. J'ai posé ma main sur le dossier. Il semblait plus chaud qu'il n'aurait dû. C'était le levier de ma mère, son arme favorite, l'annihilation financière. Et Maître Dubois, l'homme qu'elle croyait être son chien fidèle, venait de la désarmer. Pourquoi? Lui ai-je demandé. Vous les servez depuis des décennies. Dubois a souri, une expression fine et hivernale. Parce que votre père traite le personnel comme du bétail. Et parce que vous êtes la seule dans cette maison à vous être jamais souvenu du prénom de ma femme. La loyauté est une monnaie, Élise. Ils ont dépensé la leur il y a bien longtemps. Il s'est tourné pour partir. Je serai dans la voiture avec Léo. Je vous suggère de trouver rapidement ce que vous cherchez. Je me suis assise au bureau de mon père. C'était comme une effraction, ce qui rendait la chose encore meilleure. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée au Wi-Fi sécurisé du domaine. Mes parents pensaient que la technologie était quelque chose que l'on déléguait. Ils ne comprenaient pas le cloud. Ils ne comprenaient pas que chaque appareil dans cette maison était synchronisé. Je me suis connectée au serveur partagé de la famille. Je ne cherchais pas de dossiers financiers. Dubois les avait. Je cherchais autre chose. Quelque chose de viscéral. J'ai navigué jusqu'au dossier intitulé « Téléchargement ». Et c'était là, un fichier horodaté à 2h14 du matin. L'expéditeur était l'iPhone de Chloé. Ma sœur vivait sa vie pour un public. Elle ne pouvait pas manger une salade sans le diffuser. Pourquoi un crime serait-il différent? J'ai cliqué sur lecture. La qualité vidéo était parfaite. Ce n'était pas un enregistrement qu'elle avait l'intention de sauvegarder. C'était une capture d'écran d'un direct privé. Elle avait diffusé mon agression à un groupe de discussion privée, intitulé « Le cercle intime ». Sur l'écran, je me suis vue, affalée dans le fauteuil, les yeux vitreux. J'ai vu les mains de ma mère tenant la tondeuse pour chien. Mais c'est l'audio qui m'a glacé le sang. « Fais-le vite », grondait la voix de mon père, hors champ. Avant que le sédatif ne se dissipe, on a besoin qu'elle soit docile pour l'essayage de la perruque demain matin. Regardez-la, narrait la voix de Chloé en ricanant. On dirait un rat rasé. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Élise. Elle a tourné la caméra vers elle, faisant un clin d'œil. Test de loyauté réussi. Maintenant, qui veut voir la robe?
Elle n'avait pas seulement regardé, elle avait transformé ma torture en contenu, mais dans son narcissisme, elle avait oublié le paramètre d'archivage automatique sur le cloud familial. Elle venait de me donner l'arme du crime, les balles et les empreintes. Je n'avais plus la nausée. Je me sentais chirurgicale. J'ai téléchargé le fichier. J'ai branché la clé USB que j'avais préparée. J'ai transféré la vidéo, l'audio, les métadonnées. J'ai refermé l'ordinateur. La peur était partie. L'hésitation était partie. Je ne me dirigeais pas seulement vers une cérémonie de mariage. Je me dirigeais vers un tribunal, et j'étais à la fois la juge, le jury et le bourreau. Le vent sur la falaise, près du phare, était mordant, charriant les embruns salés qui avaient patiné les ardoises grises du domaine pendant un siècle. C'était le genre de vent qui arrache les faux-semblants, ne laissant que la vérité structurelle en dessous. Un temps parfait pour une exécution. Je me tenais derrière les doubles portes du hall du phare. J'entendais le quatuor à cordes jouer quelque chose de baroque et complexe, un masque poli sur la brutalité de la matinée. J'ai ajusté le diadème de la duchesse de Valois. Le métal était froid contre ma peau meurtrie, un poids lourd, ancré. Ma mère avait voulu un conte de fées. J'allais lui donner une tragédie. Les portes se sont ouvertes. Le vent m'a frappé le premier, faisant flotter la soie de ma robe, mais il n'avait aucune prise sur ma tête. J'ai avancé sur le tapis d'herbe. Le silence qui est tombé sur les 300 invités n'était pas celui du recueillement. C'était le silence d'un accident de voiture. Le vide d'oxygène quittant une pièce. Je les ai tous vus se retourner. Les sénateurs dans leurs costumes sombres, les donateurs dans leurs tenues pastel, les mondains qui échangeaient les ragots comme une monnaie. Ils ont regardé la mariée, et ils ont vu les traces brutes et déchiquetées de la tondeuse. Ils ont vu les zébrures rouges et enflammées. Ils ont vu les diamants couronnant le désastre. Un hoquet de stupeur a parcouru la foule, partant du fond pour venir s'écraser à l'avant. On aurait dit une inspiration collective juste avant un cri. Je n'ai pas baissé les yeux. Je ne me suis pas pressée. J'ai marché avec la lenteur délibérée d'une paysagiste, inspectant un site de démolition. J'ai croisé le regard de ma mère au premier rang. Catherine serrait son collier de perles si fort que ses jointures étaient blanches. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le récit de la crise psychotique qu'elle avait instillée s'effondrait en temps réel. La folie a l'air chaotique. Ça, c'était de la précision, c'était de la maîtrise. Elle ne regardait pas une fille folle. Elle regardait un miroir qui lui renvoyait sa propre violence. Mon père, Richard, se tenait près de l'autel, le visage couleur de cendre. Il a regardé le diadème, puis mon crâne, et j'ai vu le calcul échouer derrière ses yeux. Il a compris, à cette seconde, qu'il ne pourrait pas contrôler cette histoire. On ne peut pas contrôler une cicatrice. J'ai atteint l'autel. Léo attendait. Il ne regardait pas la foule. Il me regardait, moi, et ses yeux étaient des ancres féroces et stables dans la tempête. Il n'était pas seulement le marié. Il était mon co-avocat, mon partenaire dans ce démantèlement. Il a pris mes mains, ses pouces caressant les points de pulsation sur mes poignets. Mon rythme cardiaque était stable. « Prête » a-t-il murmuré. « Mettons-y le feu » ai-je répondu. J'ai fait un signe de tête. Léo a sorti de la poche de sa veste, non pas une bague, mais son téléphone. Il a tapé une fois sur l'écran. C'était fait. La guillotine numérique est tombée. Simultanément, 300 poches se sont mises à vibrer. Le son des notifications a crépité dans l'audience, comme de la grêle sur un toit de tôle. Quelques personnes ont saisi leur téléphone par réflexe, puis quelques autres, puis tout le monde. L'objet de l'email était simple. Le prix de la loyauté. À l'intérieur se trouvait le fichier vidéo. La capture du direct. Mais nous ne comptions pas seulement sur le fait qu'il le regarde individuellement. Léo avait synchronisé le fichier avec le système audiovisuel de la réception, qui était actuellement installé dans la tente de verre à quelques mètres de là, les haut-parleurs tournés vers les sièges de la cérémonie. L'audio a éclaté sur la falaise, noyant le bruit du vent. « Fais-le vite » a tonné la voix de mon père, déformée mais sans équivoque, avant que le sédatif ne se dissipe. Les invités se sont figés. Le sénateur Lambert a levé les yeux de son téléphone, son regard filant vers mon père. Puis est venu le son de la tondeuse, le bourdonnement mécanique. Et enfin, la voix de Chloé, claire et cruelle, narrant la torture. Regardez-la. On dirait un rat rasé. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place, Élise. Chloé, mademoiselle d'honneur, a laissé tomber son bouquet. Elle a regardé les haut-parleurs, puis moi, son visage passant d'une vanité suffisante à une terreur pure. Elle a compris que sa vanité, son besoin de tout diffuser, venait de fournir à l'accusation l'arme du crime. Le son s'est coupé. Le silence qui a suivi était lourd, absolu et final. Je me suis tournée vers la foule. Je n'avais pas besoin de micro. Ma sœur avait une dette de jeu, ai-je dit, ma voix portant par-dessus le vent.
Mon père avait une réputation, et ma mère avait une tondeuse pour chien. Ils pensaient que mon silence était une ressource renouvelable. Ils avaient tort. J'ai regardé le sénateur Lambert. Je ne prendrais pas leur argent si j'étais vous, monsieur le sénateur. Il est souillé. Le sénateur s'est levé. Il n'a pas regardé mon père. Il a boutonné sa veste, a tourné le dos à l'autel et s'en est allé. C'était le premier domino. Les donateurs ont suivi. Les mondains ont suivi. L'illusion de la dynastie ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est vaporisée. Mon père s'est affalé sur le banc, un vieil homme dans un costume qui n'inspirait plus le respect. Ma mère pleurait, non pas pour moi, mais pour le statut social qui s'évaporait dans le brouillard de l'Atlantique. J'ai regardé Léo. On y va. Nous n'avons pas couru. Courir implique la peur, et j'en avais fini d'avoir peur. Nous avons marché jusqu'au cabriolet de collection, qui attendait au bord du chemin de gravier, le moteur tournant avec un grondement bas et régulier. Derrière nous, les cris s'intensifiaient, une cacophonie d'accusations et de panique, mais ils semblaient lointains, comme le bruit d'une télévision laissée allumée dans une autre pièce. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir les ruines pour savoir que le château était tombé. Je me suis glissée sur le siège passager. Léo s'est installé au volant. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste penché et m'a serré la main une fois avant de passer une vitesse. Alors que nous descendions la longue allée sinueuse, passant devant la maison du gardien et les haies taillées qui avaient été les frontières de ma prison pendant 29 ans, j'ai senti une sensation physique dans ma poitrine, un claquement. La chaîne invisible qui m'avait attachée à leur approbation, à leur maladie, venait enfin de se briser. Nous avons roulé jusqu'à ce que les ardoises grises du domaine soient avalées par le brouillard. C'est seulement alors que j'ai sorti mon téléphone. Pas pour vérifier les réseaux sociaux. Je savais ce qui s'y passait. La vidéo était déjà virale. Les hashtags se formaient déjà. J'ai ouvert mon application bancaire. Maître Dubois n'avait pas menti. Les chiffres étaient là, noirs et nets sur l'écran blanc. Le fonds en fiducie, l'héritage de ma grand-mère, que mes parents avaient gardé comme une arme pour me maintenir docile, était maintenant entièrement à moi. C'était assez d'argent pour ne plus jamais travailler. Assez d'argent pour disparaître sur une île privée et boire du vin millésimé jusqu'à oublier mon propre nom. Mais ce n'était pas le plan. J'ai regardé le solde, et je ne me suis pas sentie avide. Je me suis sentie comme une architecte regardant des matériaux bruts. « Arrête-toi », ai-je dit. Léo a garé la voiture sur un belvédère. L'océan se déchaînait en dessous de nous, sauvage et indifférent. Je me suis tournée vers lui. Je ne le garde pas. Il m'a regardé, les sourcils haussés. L'argent ? Je garde assez pour construire mon projet, pour construire la vie que j'ai méritée. Mais le reste ? J'ai regardé de nouveau l'océan. C'est l'argent du sang. Il a été bâti sur l'image, sur les mensonges, sur le genre de silence qui tue les gens. Si je le garde juste pour moi, je ne vaux pas mieux qu'eux. Je ne suis qu'un autre dragon assis sur un tas d'or. La vraie justice, ce n'est pas de punir. Ça fait du bien, mais c'est limité. Ça s'arrête quand l'ennemi tombe. La vraie justice, c'est ce qui vient après le feu. C'est prendre les cendres de ton traumatisme et les utiliser pour fertiliser quelque chose de nouveau. C'est planter des arbres à l'ombre desquels tu ne t'attends pas à t'asseoir. Je vais créer une fondation, lui ai-je dit. Un fonds de défense juridique pour les victimes de coercition familiale, pour les filles qu'on fait chanter pour obtenir leur silence, pour les filles qu'on menace de déshériter s'ils ne rentrent pas dans le rang. Je veux leur donner la seule chose que je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui, une porte de sortie. Léo a souri. C'était le sourire d'un homme qui savait exactement qui il avait épousé. Le fond de la couronne d'épines ? A-t-il suggéré. La fondation Phénix, ai-je corrigé, parce qu'on renaît de ses cendres. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Le bruit du scandale est resté sur le continent. Mes parents étaient empêtrés dans des procès, les donateurs poursuivant pour fraude, le comité du parti enquêtant sur le détournement de fonds. Chloé faisait l'objet d'une enquête pour enregistrement et diffusion illégale de contenu privé, une ironie poétique qui ne m'a pas échappé. Ils se consumaient les uns les autres. Je n'ai pas regardé. J'étais trop occupée à creuser. Je passais mes journées dans la terre, les mains tachées, à construire l'agence d'architecture paysagère dont j'avais toujours rêvé. Mes cheveux ont repoussé, foncés et épais, une coupe courte et féroce que je n'essayais pas de cacher. J'ai arrêté de porter des perruques, j'ai arrêté de porter des chapeaux, j'ai laissé le soleil toucher mon crâne. Je me souviens d'un matin, dans ma serre, l'odeur de la terre humide et des plantes en pleine croissance remplissant l'air. J'ai regardé un plateau de jeunes pousses que j'avais bouturées. Elles avaient commencé comme des fragments, coupés de la plante mère, blessées, exposées. Mais dans la bonne terre, loin de l'ombre de la canopée, elles avaient pris racine. Elles prospéraient. J'ai réalisé alors que ma famille ne m'avait pas enterrée. Elle m'avait plantée. Si vous avez déjà dû brûler un pont pour vous sauver,
Partagez cette histoire. Faites-leur savoir que nous n'avons plus peur du feu,